J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle qui tiennent en un chiffre, 30. La bonne d'abord. Par rapport à nos grands-parents, nous bénéficions de 30 années d'espérance de vie en plus. Et, pour la majorité d'entre nous, 30 ans de loisirs et de repos. Plutôt une très bonne nouvelle, donc, d'autant que la science nous en promet chaque année davantage. La mauvaise maintenant. 30% des personnes âgées souffrent actuellement d'isolement. 1,5 million de personnes sur 5 millions de plus de 60 ans. 300 000 disent n'avoir eu aucun contact avec un proche. 300 000 personnes. Alors, au-delà des statistiques, au-delà des chiffres, l'important, c'est évidemment la réalité qu'ils recouvrent. Votre réalité et puis ma réalité. Moi, ce lien entre isolement et vieillissement, je l'ai fait quand à 45 ans, je suis allé visiter ma grand-mère dans sa maison de retraite. Alors, quand je suis rentré dans cet établissement, ça a d'abord été un grand choc. J'y ai vu des personnes âgées, très âgées, en fauteuil, alitées, scotchées devant la télévision. Et j'ai compris que c'était dans ce genre d'établissement, dans ce genre de lieu, qu'on regroupait nos personnes âgées, nos vieux, et que c'était la raison pour laquelle on ne les voyait plus dans l'espace public. Elles sont, pour nos enfants comme pour nous, à la fois loin de nos yeux, loin de nos consciences, et par conséquent, loin de nos cœurs. Alors ma petite mémé, ma grand-mère, son sourire, sa joie, quand elle me voit, quand je rentre dans sa chambre. On commence par ouvrir une demi-bouteille de champagne, tiède, qu'elle sort de sa petite table de nuit. Et puis on rigole, on discute, je lui donne des nouvelles de l'extérieur, de ce qui se passe derrière les murs. Et puis je l'accompagne jusqu'à la salle de réfectoire pour qu'elle prenne son déjeuner. Elle me fait rencontrer ses voisines. Et là, je suis assez étonné, puisque certaines veulent m'embrasser, me toucher. Mais la plupart sont murées dans le silence. Et quand elles me regardent, moi, ce que je vois, c'est une grande solitude. C'est au-delà de ça. C'est très triste. Alors, je m'en vais, parce que je ne suis là qu'un visiteur, et je laisse ma grand-mère dans sa maison de retraite. 30 ans plus tôt, mon autre grand-mère, elle, est morte chez nous, à la campagne, dans la maison de mes parents, entourée de ses enfants, de ses petits-enfants. Et moi, j'étais ado, j'adorais ma grand-mère. J'adorais ma grand-mère. Pourtant, son départ et puis son absence m'ont semblé naturels, sans violence, sans brutalité, dans l'ordre des choses. Ces deux expériences très différentes, mais qui sont deux émotions très fortes, évidemment, je les ai encore au fond de moi aujourd'hui, et c'est sans doute la raison pour laquelle je suis là devant vous. Parce que c'est si facile de se couper du monde. Avec l'âge, c'est le conjoint, c'est les amis qui disparaissent, c'est les enfants qui s'éloignent ou qui sont super occupés. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on est tous super occupés. Alors, quand en plus on est isolé, qu'on manque un peu de moyens, évidemment, on se renferme encore davantage sur soi. Pensez-y quand vous serez au contact des personnes âgées qui vous sont proches. Généralement, avec l'âge, la solitude, peu de moyens, on demande d'aide à personne. Pas plus aux organismes sociaux, c'est souvent compliqué, c'est décevant, mais en tout cas pas aux enfants, et surtout pas aux petits-enfants. La maison de retraite devient bien sûr l'évidence, la solution. Mais oui, maman, va en maison de retraite. Tu seras bien avec des gens de ton âge, tu feras des activités, et puis surtout, on s'inquiétera moins. Surtout, on s'inquiétera moins. Ouais, mais l'équation n'est pas si simple, parce que si votre maman, ou la mienne, parce que c'est un sujet en ce moment, ne fait pas sienne cette décision, elle risque alors, en quittant ses repères, son logement, son quartier éventuellement, de s'isoler encore davantage, de s'abandonner à l'institution et de vieillir moins longtemps, parfois beaucoup moins longtemps, et en tout cas avec une moins belle qualité de vie.
Alors remarquez comme ça, effectivement, on n'aura plus à s'inquiéter. Et puis elle ne dérangera plus. Parce qu'on entend parfois cette petite musique, un peu provoque, un peu appel au secours. Je peux partir maintenant comme ça, je ne dérangerai plus. Moi, je pense depuis longtemps que nous devrions, en tout cas que je devrais, faire quelque chose. Repenser cette relation avec nos aînés. Imaginer des solutions qui leur permettent de conserver des relations sociales, humaines, qui sont tellement importantes pour le moral et donc pour la santé. J'ai eu l'intuition, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, en discutant avec un ami architecte, que d'autres formes d'habitat étaient possibles. Il me dit effectivement qu'en Allemagne, pays d'un vieillissement accéléré de la population, une forme alternative d'habitat permet aux seniors de vieillir longtemps, chez soi, très longtemps, le plus longtemps possible. Ça m'intéresse, alors j'y vais. Je me rends avec lui près du lac de Constance et on visite des petites résidences, des petits ensembles résidentiels de 50, 60 logements dans lesquels effectivement cohabitent des jeunes, des vieux, des familles, parfois des personnes très âgées et même certaines personnes qui souffrent d'Alzheimer. Et les personnes les plus fragiles sont couvées d'attention par les autres habitants qui sont eux-mêmes aidés dans cette relation par des personnels dédiés qui facilitent le lien entre les résidents et entre les résidents et le reste de la collectivité. Les âgés, eux, donnent de leur temps, de leur disponibilité, de leur expérience de vie, notamment aux plus jeunes. Et moi, je suis un peu pragmatique, ça me plaît parce que ça marche, ça me scotche, et puis ça m'émeut aussi parce que ça me fait évidemment remonter des émotions dont certaines que j'ai partagées avec vous tout à l'heure. Alors, je rentre en France, j'ai une grosse cinquantaine d'années à l'époque, et je me dis, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je vais faire. J'ai été consultant, j'ai déjà monté 2-3 boîtes. Je vais créer une société qui va réaliser des résidences dans lesquelles le rapport humain sera au cœur de tout, sera privilégié. Et pour tous les habitants, quels que soient leurs âges et quelles que soient leurs conditions sociales. Alors, je réunis autour de moi progressivement des sociologues, des géographes, une petite équipe. Avec eux, on va à la rencontre d'élus, d'architectes, d'universitaires, de chercheurs, de bailleurs sociaux. On y associe des habitants et on construit pendant une bonne année un concept d'habitat intergénérationnel solidaire. 1 an entre le début de cette conception et puis ces premières expérimentations. Mais on l'a fait. Avec toutes ces personnes, on a réussi à construire ces résidences dans lesquelles on trouve des logements qui soient à la fois confortables, ergonomiques, non stigmatisants par classe d'âge, et des résidences dans lesquelles on peut intégrer des lieux d'échange, de partage, de convivialité. Peut-être plus fort, on a imaginé un métier de gestionnaire animateur ou animatrice, des femmes, des hommes, qui facilitent ce lien intergénérationnel entre les habitants d'un même lieu de vie ouvert sur le quartier. Et les gens dans ces résidences, ils ont la possibilité d'offrir, de recevoir, de participer à un club, de créer une activité, bref, de devenir acteurs de leur lieu de vie et par conséquent, acteurs de leur vie. Ça fait 7 ans que l'entreprise existe et qu'on a mis en œuvre ce dispositif d'habitat intergénérationnel solidaire sur 25 résidences environ, et que nous accompagnons 1500 familles, soit plus de 3000 habitants, avec un impact social qui est bien plus fort. Alors l'habitat intergénérationnel, c'est quoi ? Le mieux, c'est que ce soit les habitants qui nous l'expliquent. Moi, j'ai l'âge de la personne avec qui je parle. Et des fois, je ne me rends pas compte parce que moi, je vous vois jeune, mais vous me voyez avec mon âge, quoi. Je suis plus épanouie, je sors beaucoup, qu'avant j'étais toujours enfermée. Bon, j'ai connu certaines personnes là, hein, ça nous amène quand même quelque chose. Au moins on ne reste pas à la maison tout le temps. Non. Là je sors, je viens ici, après on va promener, on fait des tas de choses. Voilà. Que toute seule on ne peut pas le faire. On va reprendre la danse, il y a la danse, c'est bien. Là il y a du yoga. Il y a le sport, il y a le sport, il y a du yoga. Ah non, pour ça il y a beaucoup de choses. Hein. Moi tout seul je cuisinais plus.
Maintenant, je viens à l'association, ben, je recuisine. J'ai plus de, comment t'appelles, de portage de repas. J'ai supprimé ça. On a tous le sourire. On vient là, on oublie tout. C'est ça qui est beau. Moi, je suis toute seule chez moi. Alors... C'est ma famille, là. Hein. C'est ma deuxième famille. C'est les rencontres. C'est des rencontres. On se rencontre, on vient, on discute. Voilà, une famille, une deuxième famille. Quand on va chez voisin, on a la famille chez voisin. On se sent bien, on fait plein de trucs. On est moins dans le jeu, on est plus dans le nous. Ça donne la pêche. Alors en 2015, après avoir expérimenté ce dispositif en milieu habité, j'ai découvert des nouveaux métiers. Aménageur, promoteur. Et j'ai compris qu'ils pouvaient aussi être exercés par des humanistes. Eh oui. Réaménager, adapter, réhabiliter le logement d'aujourd'hui. Concevoir, construire, développer la ville et les territoires de demain. C'est bien entendu intégrer des nouvelles technologies, de la domotique, du numérique. C'est faire de nos villes des villes intelligentes et connectées, qu'on appelle aujourd'hui Smart City. Mais c'est aussi, c'est pas contradictoire, penser la place de l'humain dans ces ensembles que nous construisons. Il nous faut penser le handicap, les difficultés, la vieillesse. Il nous faut penser des lieux d'échange, des lieux de partage. Avec eux, on a développé plein de sujets. On a une vingtaine d'opérations en cours. Et sur ces 20 opérations, les toutes premières, qui seront livrées dans votre région, une à Marseille et l'autre à Aubagne, avant la fin de l'année. Et là, c'est à nouveau des milliers d'habitants citoyens qui sont concernés. Voilà, vous l'avez compris, c'est que le début du parcours. Mais l'habitat intergénérationnel solidaire, c'est quelque chose maintenant qui est une réalité pour tous les acteurs du logement. Et je pense qu'on y a un peu contribué. Et puis j'espère que mes grands-mères sont un peu fiers de moi aussi. Alors, pour terminer, une conclusion en 3 points. Le premier, j'ai 60 ans, je peux donc témoigner. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Donc si vous avez des projets qui font sens pour vous et pour la société, allez-y, foncez, perdez pas de temps. La seconde, vous l'avez compris, l'habitat pour moi, il est intergénérationnel, participatif, inclusif, solidaire. Il est donc trop important pour le confier aux seuls spécialistes, aux seuls experts. Il faut qu'on s'y mette tous pour construire ensemble des lieux de vie à l'image de nos rêves. Enfin, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une obligation, mais c'est une chance, c'est un bonheur que de pouvoir vivre ensemble une relation humaine, pleine, avec toutes les générations et notamment avec nos vieux. Alors, allez vers eux, échangez, partagez, et puis dites-leur que vous les aimez. Voilà, je remercie ma famille au nom de tout ça, et puis les partenaires évidemment avec lesquels nous travaillons. Je vous souhaite à vous tous, à vos enfants, ainsi qu'à vos aînés, de vivre longtemps, mais surtout de vivre pleinement, et de vous donner les moyens d'avoir la chance de vieillir sereinement avec les personnes qui vous aiment. Voilà, je vous remercie.